Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un nouveau point ciné, le premier point ciné de l'année 2024 sur lequel je vais donc me concentrer sur les films que j'ai été voir en salle de janvier à mars 2024, oui c'est ça. Et donc voilà, il y a il me semble 7 films, franchement il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit au niveau du genre de film ou même de la qualité. Vous allez voir la différence de qualité, en tout cas selon moi, entre ces 7 films est assez prononcée. Mais bon bref, je vais pas les lister dans l'ordre dans lequel je les ai préférés, hein. C'est comme d'hab, je change pas la formule pour les points ciné, pas du tout. Je les liste dans l'ordre dans lequel j'ai été les voir, tout simplement. On commence avec un film sorti le 10 janvier 2024, réalisé par David Ayer. Alors David Ayer, c'est le réalisateur de Suicide Squad, le premier Suicide Squad sorti en 2016. Donc voilà, c'est un réalisateur bon, pas ouf, mais voilà, on le connaît quand même un peu. Et il revient donc ici avec un nouveau film d'action avec Jason Statham, le genre de film un peu con. Que j'aime bien regarder. En plus j'aime beaucoup Jason Statham. C'est jamais des films très intelligents, mais voilà, j'aime bien souvent voir des films comme ça, les Expendables, les Transporteurs, En eau trouble, etc. Ce film là, c'est le film The Beekeeper. Honey? It's flammable as fuck. Who knew? Soit donc en français littéral, l'apiculteur. Et donc ça suit justement un apiculteur qui est un ancien membre d'une organisation secrète voilà, de mercenaires ou de machin comme ça. Et donc ce monsieur, donc, qui est joué par Jason Statham, va se rendre compte que sa voisine, qu'il aime beaucoup, qui le loge entre guillemets, puisqu'il loge dans sa grange, en fait il la paye pour dormir dans sa grange et pour s'occuper d'abeilles et de miel, parce que c'est un apiculteur. Il se rend compte que cette dame, elle va être, donc qui dirige des associations caritatives pour les plus démunis ou je sais pas quoi, va être victime d'une escroquerie sur internet et va être totalement dérobée de tout l'argent qu'elle a, plusieurs millions d'euros. Elle va donc se suicider. Et pour la venger, car il l'aime bien, il va décider d'arrêter ceux qui font ça, parce que ce sont des escrocs qui attaquent pas mal de personnes, des personnes sans défense. Honnêtement, je m'attendais à aimer. Même si c'est David Ayer, parce que j'ai pas détesté Suicide Squad, parce que j'aime bien Jason Statham, j'aime bien ce genre de film un peu con, un peu action sans trop de prise de tête. J'ai été plus mitigé que ce que je pensais. J'ai pas trop aimé le scénario qui pour moi souffre de pas mal de défauts, pas mal de faiblesses. C'est au final une histoire extrêmement simple. Et malgré ça, il y a des choses qui ne sont pas expliquées, il y a des choses qui sont peut-être mal expliquées, il y a des incohérences. Le personnage de Jason Statham, donc qui s'appelle Adam, non, ça marche pas. Je veux dire, tu peux vouloir venger une personne que tu aimes ou que tu aimes bien parce que voilà, il s'est suicidé à cause de toi ou machin, mais au point de faire ce qu'il fait, c'est un peu excessif. Dans le pire des cas, tu fais appel aux flics, tu fais appel au FBI. D'ailleurs, il y a le FBI dans ce film. Voilà, tu fais appel à ce genre de personnes. Ce qu'il fait, je vais pas dire ce qu'il fait parce que voilà, pas forcément spoiler, mais voilà, il fait des trucs qui sont clairement disproportionnés. Il a des réactions clairement, enfin une réaction clairement excessive. C'est grave, mais ce qui s'est passé, mais voilà, on répond pas à la violence par une telle violence. Je dis pas si ça avait été son enfant ou sa femme ou ok, mais bon là c'est sa voisine qui voilà, de temps en temps il va boire un café chez elle, c'est tout quoi. Les scènes d'action auraient pu rattraper la mise, auraient pu être bien chorégraphiées, bien faites, bien mises en scène, réalistes, et non, ça marche pas du tout. C'est rare d'ailleurs dans des films de Jason Statham, des scènes d'action qui convainquent pas forcément. Maintenant c'est très divertissant, ça y a aucun problème, ça passe vite et c'est le principal on va dire du film, c'est le divertissement. Donc là ça marche bien, c'est pas moche, je veux dire la photographie est pas mal, c'est pas mal réalisé en général, c'est pas désagréable à regarder esthétiquement en tout cas, et c'est assez divertissant. Mais pour le reste ça manque de profondeur, ça manque de véracité, ça manque de plein de choses en fait, que même dans des films un peu cons comme ça à la Jason Statham, je demande quand même à voir, c'est un minimum. On continue avec un film que lui vraiment j'étais sûr d'aimer, mais vraiment sûr, et j'en attendais beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas aimé du tout. C'est le film Argylle, je sais plus comment ils disent, Argylle. Oh my god. Oh my god. Oh my God.
de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, c'est le réalisateur des films Kingsman, notamment les 3 films Kingsman, qui sont des films que j'aime beaucoup. Mon préféré, c'est le premier, mais j'aime aussi bien le deuxième, et j'aime beaucoup aussi le préquel qu'il y a eu. Je vous en ai parlé dans un point ciné il y a quelques années. Et donc il revient ici avec Argylle, qui est également un film d'espionnage un peu à la Kingsman, avec en gros une écrivaine, une auteure, qui est jouée par Bryce Dallas Howard, qui donc écrit des livres d'espionnage, comme ça, des livres policiers, dont le personnage principal est l'agent Argylle, joué par Henry Cavill. Et elle se rend compte en fait au fur et à mesure que en fait, ce qu'elle écrit dans ses livres, ça se passe vraiment dans la vraie vie. Et donc voilà, et donc sa vie va être chamboulée par ses découvertes et par ses péripéties, machin chose. C'est nul, c'est vraiment trop nul. Pourtant il y avait un potentiel absolument gigantesque. L'histoire, au final, le pitch est assez sympa. C'est Matthew Vaughn, donc c'est une valeur qui semblait être assez sûr derrière la caméra. Il n'y a pas ce côté un peu original, un peu singulier des Kingsman. Je trouve que là ça ressemble beaucoup trop à du James Bond, ça fait beaucoup trop film d'espionnage britannique, extrêmement basique, extrêmement cliché. Sauf si on tient compte du côté oui mais c'est une écrivaine et machin, il y a le côté voilà, ce qu'elle écrit c'est dans la vraie vie, ça c'est un peu original machin, ok, mais au final on se rend compte au fur et à mesure que le film avance que bah en fait ça apporte pas grand chose. C'est incroyablement mal écrit, plus le film avance, plus il y a des révélations et tu te dis ouais mais non, c'est vraiment de la merde, c'est ridicule, c'est incohérent, c'est nul. Même si c'est bien réalisé parce que c'est Matthew Vaughn, c'est trop long, c'est clairement trop long, c'est 2h30, 2h20, 2h30, c'est clairement trop long. On se fait chier. Encore une fois, le scénario est ridicule et nul voilà, c'est pas logique en fait, et t'as clairement des facilités scénaristiques, t'as clairement des trucs où tu te dis ouais ok, si tu veux. Et le plus énervant de tout ça, c'est que je vais pas spoiler, mais c'est la fin, c'est la scène post-générique qui nous annonce, qui nous prévient d'un truc qui là clairement m'énerve. Si vraiment ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire dans la scène post-générique. On continue avec cette fois un biopic réalisé par Reynaldo Marcus Green, que je ne connaissais pas, peut-être qu'il a fait des trucs assez connus, mais j'ai pas fait gaffe, je me suis pas vraiment renseigné. C'est le film Bob Marley, One Love. One love, one heart, one destiny. Donc un biopic sur Bob Marley, alors qu'il ne suit pas forcément sa vie de sa plus tendre enfance à sa mort, comme dans un biopic, j'ai envie de dire, traditionnel, mais qui se concentre sur la vie de Bob Marley à partir du début de la guerre civile en Jamaïque jusqu'à le concert qu'il a fait, qui a rabiboché les 2 chefs de parti qui se sont fait la guerre pendant des années. Donc il y a une thématique, en plus de s'avérer instructif et de vouloir nous raconter des choses sur Bob Marley, etc., nous apprendre des choses. Il y a ce côté aussi un peu, voilà, avec des thématiques politiques qui sont très intéressantes, qui sont très inspirantes, surtout dans le monde actuel où tout le monde a tendance à se faire à la guerre. C'est un film même assez feel good à ce niveau-là, qui est assez agréable. L'acteur de Bob Marley, c'est Kingsley Ben-Adir, que on a vu notamment dans Barbie, hein, il a joué un petit rôle, mais aussi dans Secret Invasion, il joue le rôle, je sais plus le nom, mais le méchant Skrull là. C'est un acteur que j'aime bien, honnêtement, franchement. Je vois pas la ressemblance avec Bob Marley. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'autres acteurs dans le film qui ressemblaient plus à Bob Marley que l'acteur qui jouait Bob Marley, ce qui était assez bizarre, assez dommage. Mais il incarne quand même bien le personnage, et c'est là qu'on voit qu'au final, ressembler au personnage que tu incarnes, ça suffit pas forcément, et il faut aussi l'incarner, et c'est ce qu'il démontre. Il ne lui ressemble peut-être pas beaucoup, mais il l'incarne tellement que tu finis par oublier ça et à te dire bah oui, c'est Bob Marley, parce que tu as vraiment l'impression qu'il incarne ses mimiques, ses phrases, ses gestes, et il le fait vraiment très bien. Il incarne parfaitement son personnage, il le comprend bien, en tout cas c'est ce qui donne l'impression. Le film m'a un peu fait penser à Bohemian Rhapsody. Voilà, on suit un personnage un peu atypique, un chanteur, pas forcément depuis sa jeunesse, mais depuis une certaine partie de sa vie, jusqu'à sa mort, mais en même temps on s'arrête un peu avant. On sait qu'il va mourir, mais on ne filme pas, on ne met pas en scène sa mort.
C'est vrai que c'est un petit peu, ça ressemble pas mal à Bohemian Rhapsody. C'est un peu dans le même jus, mais comme j'avais bien aimé Bohemian Rhapsody et comme il n'y a pas non plus 600 000 façons de raconter la vie de quelqu'un, d'un artiste, ça m'a pas non plus si gêné que ça. Au contraire, je trouvais ça sympa. C'est assez beau aussi esthétiquement, c'est bien mis en scène. Les couleurs sont assez belles aussi. Il y a un penchant vers le drapeau Rasta qui s'inspire de l'ancien drapeau de l'Éthiopie. Donc c'est rouge, jaune, bleu, il me semble. Non, rouge, jaune, vert plutôt. Rouge, jaune, vert. Maintenant voilà, on n'apprend pas non plus tant de choses que ça sur Bob Marley, c'est un peu dommage. On aborde de temps en temps dans des petites scénettes quelques événements de sa jeunesse, mais c'est très bref et c'est pas forcément pertinent. C'est trop léger. Les personnages autres que Bob Marley, notamment sa femme ou ses amis ou peu importe, ils sont dénués d'intérêt. Le film se concentre peut-être un petit peu trop sur Bob Marley au point de délaisser complètement les autres personnages qui auraient pu aussi apporter quelque chose au film, appuyer même le personnage en lui-même de Bob Marley. C'est un peu dommage, mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé, ça m'a bien diverti, j'ai trouvé ça agréable. Et non, j'ai passé un très bon moment et je vous conseille d'aller le voir. On poursuit avec le film Marvel, Sony, Spider-Verse, tout ce qu'on veut. Après les Venom, les Morbius, les machins choses. Le film Madame Web. You're showing off. Maybe a little. J'ai pas été voir tout de suite et j'ai vu qu'il se faisait absolument charcuter par les critiques. Donc je m'attendais vraiment à une grosse bouse. Je regardais pas les critiques pour pour éviter de me faire spoiler un max. Mais voilà, je voyais les notes sur internet et c'était assez catastrophique et je me disais ok. J'ai même hésité à aller le voir. Mais bon, fan de Marvel, fan de Spider-Man, je me devais quand même d'aller faire mon propre avis. Et franchement, ok, c'est pas ouf. Mais les réactions des gens sont clairement abusées, je trouve. Honnêtement, le casting me faisait envie. J'aime bien Dakota Johnson, Sydney Sweeney, c'est une actrice qui a l'air assez talentueuse. Isabella Merced me déplaît pas non plus. Tahar Rahim, c'est un acteur génial. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu nuls. Même Tahar Rahim, qui est vraiment un acteur mais exceptionnel de base. Voilà, vraiment personne n'y croit. Dans tous les acteurs du film, personne ne croit une seule seconde à leur personnage, c'est un petit peu dommage. Le scénario, voilà, il y a énormément de problèmes, il y a énormément d'incohérences, il y a énormément de facilité scénaristique. Je vais pas y revenir en détail pour pas spoiler. Dans le pire des cas, c'est sûrement Letterboxd. Il y avait un immense potentiel, le côté un peu film de super-héros féminin, badass, qui quand même, voilà, ça manque chez Marvel. Il y en a eu 2-3 chez DC, mais chez Marvel, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ce côté film de super-héroïne, les personnages avaient du potentiel aussi, le casting, etc. Mais ça marche pas trop, les blagues marchent pas, donc encore une fois il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de facilité. Les dialogues, non, franchement c'est pour écrire ça, écrivez rien, je pense que n'importe qui est capable d'écrire des dialogues pareils. Mais il y a quand même des choses intéressantes et des choses pas mal dans le film, notamment le fameux pouvoir que Cassandra, Cassie, on l'appelle comme ça dans le film, donc Dakota Johnson, le pouvoir qu'elle a, c'est assez intéressant, ça change d'habitude, le fait qu'elle puisse voir dans l'avenir, dans un avenir pas trop lointain, dans un avenir dans quelques minutes. C'est cool. En plus, elle ne peut pas vraiment le contrôler. Elle n'arrive pas à le contrôler. Voilà, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas vraiment maîtriser. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que voilà, le côté super-héros qui peut maîtriser ses pouvoirs à la perfection et les utiliser comme il en a vraiment envie, et c'est un peu redondant. Alors que là, elle a des pouvoirs, mais elle ne sait pas vraiment s'en servir. Et ça dure presque tout le long du film. Donc c'est cool. C'est un peu dommage. Oui, j'ai trouvé dommage le fait que, en voyant dans l'avenir, elle puisse le changer. J'aurais trouvé ça peut-être plus intéressant que, ok, elle puisse voir ce qui va se passer, mais que elle s'en serve pour se préparer à l'affronter et pas à le détourner. Ça, j'ai trouvé ça dommage. C'est vachement divertissant. Moi, j'ai trouvé que ça passait super vite. Ça m'a plu. Ouais, non, j'ai pas passé un mauvais moment. En plus, il y a un lien avec Spider-Man qui est assez subtil, qu'on voit, qu'on comprend assez vite, mais qui est plus concret vers la fin du film. Il faut quand même avoir certaines refs pour... ça reste subtil en soi. Ça reste subtil et c'est assez intéressant et on tombe pas dans le fan service. Et ça, c'est très cool. C'est bien réalisé, les effets visuels c'est pas surprenant, mais ils sont pas mal, hein, ils sont même irréprochables. Bref, je comprends ce qu'on reproche au film,
parce que je suppose que c'est ce que je lui reproche moi-même, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut nier ce que moi j'ai trouvé de bon au film. Parce que, enfin voilà, ça saute aux yeux, j'ai envie de dire, c'est divertissant, c'est pas lent, visuellement c'est sympa. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard, je vais pas faire le mec, je vais pas dire que c'est le film de l'année, c'est pas du tout le film de l'année, mais ça va. Franchement, on en fait trop, je trouve. Franchement, non, c'est pas si mal. On continue avec un film qui est sorti en 2023 dans son pays d'origine. Il est sorti en février 2024 en France et en Belgique. C'est pourquoi j'en parlerai dans ma vidéo, enfin dans mon top des films de 2023. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle ici, parce que j'ai pas pu aller le voir en 2023 forcément, puisqu'il est sorti dans mon pays en 2024. Bref, c'est le film One Life de James Hawes, c'est ça son nom? Who owes their life to Nicholas Winton. C'est un film tiré d'une histoire vraie, celle de Nicholas Winton, qui est joué ici par Anthony Hopkins dans la version vieille et par Johnny Flynn dans sa version plus jeune. Donc il y a deux timelines. Donc Nicholas Winton, c'est un banquier londonien qui a décidé de se rendre en Tchécoslovaquie juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux enfants tchécoslovaques avant l'imminente invasion de l'Allemagne nazie en Tchécoslovaquie. Et voilà, donc on suit cette histoire-là, ce qu'il a décidé de mettre en place pour sauver un maximum d'enfants et les faire venir au Royaume-Uni, ainsi que sa vie plusieurs dizaines d'années après lorsqu'il est joué par Anthony Hopkins, donc on va dire dans les années 90 environ. J'ai adoré, mais grave, j'ai trouvé ça absolument sublime. C'est donc une histoire vraie qui est magnifique, que je ne connaissais pas, qui est importante à raconter, qui est très inspirante. C'est un personnage qui malheureusement est décédé il y a quelques années, en 2015 je crois, à 106 ans, quelque chose comme ça, et qui est vraiment super intéressant. Enfin c'est un homme qui a tous les mérites du monde. Donc c'est un film qui nous parle d'un homme que peu de gens connaissent finalement, en tout cas moi je le connaissais pas, et un épisode de la guerre que pareil, peu de gens connaissent, dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup voilà, des plus grands événements, mais ça, le côté, bon après c'était avant la guerre, mais cet épisode de, cette thématique du sort des enfants en Tchécoslovaquie lors de l'invasion de l'Allemagne nazie et un peu avant, c'est vrai que voilà, au cinéma c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et du coup c'est intéressant parce que ça nous apprend des choses. Le casting est incroyable, Anthony Hopkins est un des meilleurs acteurs de l'histoire, tout le monde le sait, et il le démontre encore dans ce film, dont à la fin il a une scène qui est vraiment très touchante et poignante. Donc son acteur, son acolyte, qui joue le même rôle que lui mais plus jeune, Johnny Flynn, très très bon aussi. Il ressemble à Anthony Hopkins, je trouve. Le fait qu'il joue le personnage d'Anthony Hopkins plus jeune, c'est vraiment très crédible. Je trouve que les deux hommes se ressemblent. Peut-être qu'ils sont de la même famille, j'en sais rien. Il y a aussi Helena Bonham Carter dans la timeline des années 40. C'est Helena Bonham Carter, donc c'est une actrice absolument géniale aussi. Le film n'est pas très long, le rythme est absolument parfait, c'est captivant de la première à la dernière seconde. C'est crédible, t'as vraiment l'impression d'être à Prague dans les années 40, les costumes, les décors, bref, toute la direction artistique est parfaitement maîtrisée. Les musiques sont sympas, la réalisation est franchement bonne, elle est simple mais franchement bonne, et j'ai été très surpris de voir que c'était le premier film, la première réalisation de James Hawes, qui à la base est un homme de télé. Non, c'est impressionnant. Si c'est ça ton premier film, je demande à voir ce que tu vas faire après. Évidemment, le film est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Pas qu'au début, il y a plein de scènes tout au long du film qui sont émouvantes, qui sont percutantes, qui sont poignantes. Parce que oui, le film, j'ai envie de dire, narre cette histoire, cet événement de la Seconde Guerre mondiale avec une authenticité et une transparence qui est quand même que moi j'aime beaucoup. Je préfère quand les films sont comme ça, et du coup c'est vrai qu'il y a des scènes qui peuvent être un petit peu choquantes et un petit peu poignantes, percutantes, et ça contribue à l'émotion, toute l'émotion que le film essaie de transmettre, et c'est pour ça que pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, vraiment, je suis pas en train d'abuser, évidemment que je le conseille, je sais pas s'il est encore au cinéma, ça m'étonnerait, mais si vous savez encore aller le voir, ou si vous trouvez un moyen de le voir, mais franchement, n'hésitez pas une seule seconde. On poursuit avec un film que les gens et moi-même attendent depuis pas mal de temps maintenant, depuis quelques années. Bien sûr, c'est la suite du film Dune de Denis Villeneuve, sorti en 2020, je crois, ou 2021. He who can destroy a thing has the real control of it.
d'une deuxième partie toujours réalisée par Denis Villeneuve, qui est la suite donc du premier film et la seconde et du coup dernière adaptation par Denis Villeneuve du premier roman de Frank Herbert, Dune. Donc on suit voilà forcément la suite des événements, la suite des aventures de Paul Atreides sur Arrakis, voilà, avec les Fremen et voilà, ils doivent battre les Harkonnen et machin chose, avec de nouveaux personnages qui interviennent, notamment l'empereur Shaddam IV, mais également Feyd Rautha, le neveu, le deuxième neveu du baron Harkonnen. Bah sans surprise, j'ai adoré. Évidemment, qui peut avoir vu ce film et dire qu'il n'a pas aimé? Bon, évidemment, je trouve qu'on en fait énormément sur les réseaux sociaux, sur internet. Je trouve que les gens abusent vraiment. Pour les gens, c'est vraiment le film du siècle. C'est vraiment l'un des films. Bon, après, tu me diras, j'ai dit que l'un de mes films préférés était One Life. Peut-être que les gens vont m'en tenir rigueur aussi, mais voilà. D'une deuxième partie est un film absolument excellent, mais son surcotage ne lui rend absolument pas service. C'est mon avis. Mais c'est vrai que c'est un film absolument excellent pour plusieurs raisons. Comme pour le premier film, c'est Denis Villeneuve qui réalise, ça a toujours été un maître en la matière des films de science-fiction, des films grandiloquents comme ça, et c'est lui qui avait réalisé notamment Premier Contact. Oula. Donc c'est un mec qui a l'habitude de ce genre de choses, et il l'a parfaitement démontré avec le premier film Dune. Il le démontre tout autant, voire même encore plus ici, parce que c'est vrai que l'histoire s'intensifie, donc il y a peut-être des trucs un peu plus impressionnants à mettre en scène que dans le premier film, qui était surtout un film d'introduction, on va dire, à l'histoire et à l'univers. Si bien que l'aspect un peu géopolitique de la saga Dune, des romans, est plus approfondi et mieux développé dans cette suite, et c'est hyper intéressant, ça donne une dimension différente au film, en plus de son côté science-fiction, divertissement, blockbuster, machin, tout ce qu'on veut, et très beau visuellement, machin. Il y a aussi une thématique un peu plus intéressante, un peu plus profonde derrière, avec peut-être des messages sur l'actualité que Denis Villeneuve a voulu, enfin voilà, on a profité peut-être pour mettre en exergue, j'ai envie de dire. C'est toujours aussi épique, que ce soit grâce aux musiques, que ce soit grâce à la photographie, que ce soit grâce à la mise en scène, grâce aux effets visuels, tout ce qu'on veut. Les personnages sont mieux développés, ce qui est également, ce qui cause également à mes yeux le seul défaut du film, que je ne vais pas développer pour ne pas spoiler, mais pour moi les personnages sont clairement, beaucoup en tout cas, sont nuls. Ils sont peut-être un peu trop développés. Et moi je me suis rendu compte que certains étaient vraiment pas ouf. Stilgar notamment, Dame Jessica que j'aimais déjà pas dans le premier film. Irulan et l'empereur, ils sont complètement inutiles. Raban, Feyd Rautha, je les ai pas non plus aimés dans le film. Mais bon, je développe pas, c'est encore une fois sur mon Letterboxd ou bien sûr évidemment sur mon compte de critique ciné sur Instagram. Le film passe néanmoins à une vitesse absolument hallucinante, malgré une durée de je crois 2h30, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. Ça passe hyper vite, c'est une dinguerie, c'est incroyablement bien rythmé, c'est une leçon d'écriture à ce niveau-là. Bref, super film de science-fiction, très très bonne suite. J'espère que le troisième film mettra pas trop de temps à sortir, j'espère qu'il y en aura un surtout, même si normalement oui. Et franchement oui, évidemment que je conseille à tout le monde d'aller le voir, même si c'est je pense le film que tous ceux qui verront cette vidéo auront vu. Ça je pense que c'est évident, ou en tout cas la plupart. Et on termine avec le dernier film de cette sélection entre guillemets, enfin de ce point ciné, un film sorti début mars qui a été annoncé il y a seulement quelques mois, que je voyais pas du tout venir et je pensais pas qu'il allait sortir un jour. Au final c'était pas si indispensable, mais bon pourquoi pas. C'est Kung Fu Panda 4. Scadouche. Laisse faire, je vais lui botter mes fesses. Kung Fu Panda 4, donc la suite de Kung Fu Panda 3, forcément, la suite de la trilogie Kung Fu Panda, que j'aime énormément. D'ailleurs, je me suis fait tous les films avant d'aller le voir. Honnêtement, je trouve que les films sont de moins en moins bons dans la trilogie. Le premier est un chef-d'œuvre, le deuxième est très bon, le troisième est bon. Celui-là est pas mal. J'ai pas aimé la méchante, j'aimais déjà pas le méchant dans le troisième film. La méchante, donc c'est donc une sorcière, une lézarde métamorphe, tout ce qu'on veut. Qui donc peut se transformer en n'importe qui. C'est un peu simple, c'est un peu facile, c'est un peu... voilà, forcément, ça donne lieu à des facilités scénaristiques, évidemment. Donc non, en plus je l'ai pas trouvé si charismatique que ça, donc le méchant, la méchante en l'occurrence,
peut mieux faire. L'histoire est extrêmement simple, plus que celle des 3 premiers. On est sur un arc, sur un schéma narratif beaucoup plus basique, beaucoup moins intéressant que dans les 3 premiers films. Et donc forcément la fin on l'a prédit très vite, et même voilà la manière dont on va conclure certains personnages, voilà, il n'y a rien de surprenant malheureusement. Mais il y a quand même des risques qui sont pris. On oublie les 5 cyclones, on ne les voit pas ou presque pas dans le film. C'est quand même des personnages, 5 personnages principaux ou semi-principaux dans la trilogie, comme Maître Shifu qu'on voit beaucoup moins aussi, on le voit de temps en temps mais très peu aussi. Donc le film se repose presque intégralement sur Po et sur sa nouvelle acolyte, entre guillemets. Il y a aussi les 2 papas de Po qui sont là, son père biologique et son père adoptif, qu'on voit assez souvent aussi. C'est évidemment et incontestablement un divertissement sans faille, comme l'étaient les 3 premiers opus, autant pour les adultes que pour les enfants, et ça je trouve que c'est vraiment l'une des principales forces de la saga. C'est très bien conclu, la fin est belle, et j'espère clôt bien la saga, parce qu'il faudrait pas faire un 5e film, ou alors il faut changer de formule, parce que sinon on va vraiment dégringoler en qualité, je trouve, parce que c'est quand même vraiment de moins en moins bon, mais ça reste correct. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, point ciné. 7 films, c'est pas énorme, mais voilà, une petite vidéo un peu plus courte. Enfin, je sais même pas en fait, ça se trouve, elle sera pas courte du tout, mais j'en sais rien. Voici mon classement vite fait. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de choquant. J'ai mis One Life évidemment premier parce que c'est un chef-d'œuvre pour moi. Urgald évidemment dernier car c'est une sombre merde. J'ai mis Madame Web devant The Beekeeper honnêtement. Parce que je trouve que Madame Web est clairement sous-cotée. Et puis voilà, puis il n'y a rien de vraiment choquant. Je l'ai quand même mis derrière Kung Fu Panda. On va pas non plus déconner. Madame Web c'est pas mal, mais c'est pas non plus voilà. Tandis que Kung Fu Panda 4 c'est pas mal. Voilà. On se retrouve dans quelques jours pour... Alors j'avais dit que j'allais faire un point ciné la vidéo dernière. Au final je pense que je vais d'abord faire ma vidéo top des films 2023, comme ça je boucle ça et c'est bon, j'en parle plus parce que ça fait des mois et des mois forcément que je la prépare celle-là. Et après je ferai mon point ciné et voilà. D'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.